Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, Là-bas. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a plus toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro. Aujourd'hui, nous parlons de l'AFDEL, l'entrée de l'AFDEL. 22 ans de regrets, 22 ans d'enrichissement illicite, 22 ans de torture, d'humiliation, 22 ans de la cojupilation de textes, 22 ans de massacres, 22 ans de la honte internationale, 22 ans de la disparition dans l'histoire même du pays, 22 ans de l'effacement de la République démocratique du Congo dans le concert des très grandes nations, 22 ans de trous, 22 ans de pertes, 22 ans de retard, 22 ans d'enclavement, 22 ans de violations, 22 ans de pleurs, 22 ans de grincement des dents, 22 ans de pauvreté, 22 ans de tuerie à l'est de la République, 22 ans de l'inexistence morale de tout un peuple, 22 ans de la balkanisation philosophique et 22 ans de la prime à la délinquance, de la prime à la politique de bas échelle, 22 ans, eh bien 22 ans pour rien. C'était une virgule dans l'histoire, une parenthèse historique et nous nous sommes plus retrouvés après 22 ans. 22 ans d'inversion des valeurs, 22 ans de corruption outrée, 22 ans de la dépersonnalisation, j'y arrive, des hommes, 22 ans du ridicule, mais aussi 22 ans de mort des citoyens honnêtes, des citoyens sérieux, 22 ans de l'inversion des valeurs, 22 ans de l'élévation des faibles au sommet de l'État, 22 ans de la fuite des capitaux, de la fuite des cerveaux, 22 ans de la plus grande partie de gens, de Congolais qui ont fui le Congo à cause de la misère, de la pauvreté, de la dictature, 22 ans de la mort, la mise à mort de notre système éducatif, 22 ans de la mise à mort de notre système médical, 22 ans de la division en termes de route de notre pays, 22 ans de la célébration d'une personne ou d'une famille, à la limite d'un groupe d'individus. Mesdames et messieurs, il s'est passé un jour, c'était un jour comme celui-ci, en 1997, le Congo connaissait l'entrée d'un homme, d'un Congolais, aux ambitions certainement cachées et à un idéal trahi, tout simplement parce qu'on n'avait pas vraiment compris pourquoi on se battait. C'était finalement une guerre qui va se révéler 22 ans après de ne pas être une guerre idéologique, mais par contre une guerre, je veux dire, de haine et de vengeance qui n'a rien changé, au contraire, à ramener le Congo en arrière et vraiment, vraiment en arrière. Il y a de cela 22 ans, l'on ne pouvait pas imaginer que le Congo ne pouvait pas avoir une école, une université, un hôpital, une route ou un secteur de référence à l'échelle internationale. Mais 22 ans plus tard, ce même Congo est derrière un pays comme l'Éthiopie. 22 ans plus tard, le Congo n'a même pas un avion, même pas un bateau de pêche. Quand je dis un avion, je ne parle pas de votre boutique de Congo Airways. Je parle vraiment d'un avion au sens du terme. Pas une compagnie nationale sérieuse d'aviation, pas une compagnie de bateaux, pas une compagnie de transport en commun sérieux et crédible. 22 ans plus tard, ce sont les autres pays voisins qui s'enrichissent, les autres pays voisins qui deviennent de plus en plus grands,
Ouganda avec une ligne aérienne assez importante. Éthiopie, n'en parlons pas. Le Rwanda, on ne pourra pas en parler. Et les autres pays frontaliers émergent, croissent, grandissent, s'affirment, postulent dans les concerts internationaux, alors que nous, tout est en raide. Même ce qui nous soulageait à l'époque est devenu aujourd'hui un mouroir. Je parle de la musique. Tout a été détruit. Seule la religion, la politique politicienne et, je veux dire, être pasteur, politicien, je sais pas moi, ce sont les facteurs qui ont finalement émergé au Congo après la fuite de l'intelligence, après la fuite de beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qu'on garde de cette date du 17 mai? Nous gardons de cette date l'enrôlement le plus massif des enfants, de petits enfants qui n'avaient que 17 ans, 15 ans, il y en a qui avaient 13 et 12 ans, trompés, manipulés pour aller faire la guerre, pour chasser un dictateur, pour installer un autre. L'enrôlement des enfants mineurs, Dieu seul sait combien le sang a coulé. Le sang qui a coulé à l'est du pays, depuis 96, je veux dire 94 même. Mais prenons 96, depuis 96, dans les montagnes de Minova, dans les montagnes de Bunga, dans les montagnes de Rumangabo, dans les collines de Rutshuru, dans les collines de Massissi, de Minembwe, vers la route de Sake. Je vous parle de ça parce que moi, personnellement, j'étais là. Tout jeune, je pouvais voir, pour la première fois que moi, je vois le sang, pour la première fois que je vois quelqu'un mort, c'est quand je vis un colonel, un confrère, un ami de mon père, assassiné, lâchement. Lâchement. Cette image, bien que j'étais jeune, je ne l'oublierai jamais. Je pense encore à cette femme qui a perdu 7 enfants dans un grand camion parce que nous étions en train de traverser la montagne de Minova. On traversait la montagne de Minova, un très grand camion était devant nous et une dame avait donné ses enfants, 7 enfants devant, et il lui restait un seul enfant qui avait des problèmes de malformation. Elle avait cet enfant-là et nous avons vu un groupe sortir, faire irruption juste devant nous, et ce groupe a tout, je vous dirais un carnage total. Et les gens sont morts, cette femme-là ne pouvait plus rien. Je vois encore le visage de cette dame, je n'oublierai jamais. Même avec le poids de l'âge, je ne peux pas oublier cette femme-là. Plus de 20 ans passés, mais je garde encore en mémoire, cette femme-là, je garde encore en mémoire combien ma mère a été violée, je garde encore la mémoire de combien nous avons déshabillé mon père parce qu'on lui demandait d'enlever la tenue militaire qu'il avait, Tokufapo na Ekolo. Je pense encore à cela, je pense encore à comment le général Mbunza Mabe l'avait pratiquement sorti entre les mains de ceux qu'on appelait des libérateurs. Je pense encore à ça. Je pense encore à comment on était tout petit, on nous a confinés dans une barque parce qu'on devait faire une traversée vers Goma après avoir fui. Je pense encore à tous ces moments-là, je pense à ces traumatismes, je pense à ces mauvais souvenirs et je pense à tout ça. Je ne suis pas le seul, on a été nombreux dans ces cas à pleurer. Si moi je parle de ce qui s'est passé à Goma, il y a certainement d'autres qui parleront de ce qui s'est passé à Bukavu. Il y a certainement ceux qui parleront de ce qui s'est passé à Kisangani. Et Dieu seul sait, ceux qui ont vécu à l'Équateur, ce qu'ils ont vu. Donc c'est finalement cette date, au lieu qu'on l'oublie si facilement, on nous a obligés de garder cette date à l'esprit pendant 22 ans. On était obligés de nous rappeler de cela. Et à chaque fois qu'on fêtait, qu'on célébrait cette date de 17 mai, il y a des familles qui faisaient le deuil de voir en un jour vous perdez votre tante, votre frère, votre mère, votre mari. Le même jour, vous le perdez parce qu'une bombe est tombée. Dieu seul sait ce qu'on a subi dans notre chair. Mais malheureusement, le Congolais, au lieu de réfléchir honnêtement, convenablement sur des questions fondamentales, non, pas du tout. Nous laissons ça comme ça. Qui pourra nous faire les statistiques des filles violées? Même le docteur Denis Mukwege ne pourra pas nous faire les statistiques des femmes violées. Ce docteur a vu des gens morts. Il a vu des gens mourir. Ce docteur a vu des gens pleurer. Il a vu des filles de 2 ans, des filles de 6 ans, des filles de 10 ans violées. Le docteur Mukwege est témoin. Il a écrit un livre. Le docteur Denis Mukwege peut nous dire aujourd'hui combien de filles il a rencontrées à 20 ans, mais des filles qui vous disent que j'ai été violée quand j'avais 2 ans. Que j'ai été violée quand j'avais 8 ans.
Cette date du 17 mai rappelle au Congo un passé chargé d'histoires négatives. Ça aurait effacé beaucoup de choses si après 22 ans, on avait un état de droit. Cette date allait être beaucoup plus importante pour nous si 22 ans après, le chômage était baissé même à 50%. Cette date allait être effacée si aujourd'hui, on avait 7 universités, 9 universités classées parmi les meilleures universités du monde. Cette date allait être respectée, allait être oubliée, je veux dire, oubliée dans sa charge négative. Si on avait 7 hôpitaux, le meilleur d'Afrique, si on était une référence de moralité africaine, si on avait les routes les plus importantes d'Afrique, si on avait une administration sérieuse et rapide, si on avait l'intégrité au sommet de l'État, si on avait une armée républicaine et régulière, si on avait une police formée et professionnelle, cette date du 17 mai serait vraiment une date de libération. Mais cette date est comme un cimetière, tout le monde sait où il se trouve, mais personne ne s'y rend. C'est vrai que cette date est beaucoup plus bien pour beaucoup d'autres qui étaient rien et qui sont devenus des gens grâce à l'opportunisme malheureusement malsain. Cette date a finalement enrichi beaucoup de personnes. Cette date a permis aux faibles de devenir grands. Cette date a permis à ceux qui étaient pratiquement comme de petits idiots de devenir des gestionnaires de la République. Dans des sphères totalement différentes, des gens incapables de concevoir même une pensée, même dans leur langue maternelle. Mais ce sont ceux-là qui nous ont dirigés pendant plus de 22 ans. C'est vrai, grâce aux valets locaux, grâce aux intellectuels, je veux dire morts. C'est cette date qui nous a finalement mis à terre, qui a détruit notre administration. C'est l'entrée de l'AFDEL. Mesdames et messieurs, l'idée de l'AFDEL, l'idée de Laurent Désiré Kabila pouvait être bonne. La pensée de Laurent Désiré Kabila pouvait être bonne. Mais c'est l'absence d'une stratégie à long terme. C'est l'absence de la prise de conscience, une prise de conscience, je veux dire, avant de poser un acte. Est-ce que Laurent Désiré Kabila était-il piégé ou c'était lui-même le piège? Seul Dieu nous le dira. Est-ce que lui-même était le piège ou c'est lui qui était piégé? Dieu seul nous le dira. Je ne suis pas là pour juger un homme qui est mort. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Monsieur Laurent Désiré Kabila, le feu Laurent Désiré Kabila, avait des idées peut-être meilleures, peut-être bonnes. Mais est-ce que la méthodologie avait suivi? Est-ce que lui-même ne constituait pas le piège de la République? Quand on dit ne jamais trahir le Congo, pourquoi on ne nous pose pas la vraie question? Qui a trahi ce pays? Le Rwanda et le Congo, on ne pouvait pas, nous ne pouvons. Je crois qu'on n'avait même pas le droit de s'unir. Parce que nous étions diamétralement opposés. Diamétralement opposés. La plaie de 1994 était encore là. Les Rwandais n'oublieront jamais. Et les Rwandais ne pardonneront jamais aux Congolais pour avoir gardé les Hutus et pour avoir gardé les Tutsis en même temps. Je me rappelle encore, pour ce qui me concerne moi, tout le péché que mon père avait fait, c'était de protéger les Tutsis et de protéger les Hutus en sa qualité de commandant de la ville. Conviction chrétienne, il ne pouvait pas assister à ce massacre-là. Et donc, il gardait les Tutsis de l'autre côté et les Hutus de l'autre côté. Question pour lui de rendre témoignage demain en disant que je n'ai pas assisté à ce massacre-là. Mais lorsque le Tutsi nous poursuivait, si vous dites que vous êtes les enfants de capitaine Bossembe, on vous tue. Parce qu'on lui traitait de traîtres. On dit non, après avoir acheté les voitures chez nous, après avoir, je ne sais pas moi, tout ça, il nous joue un tour. Pourquoi garde-t-il les Hutus? Et c'était le langage que le Hutu avait aussi. Pourquoi il a gardé les Tutsis? Et par moments, j'aurais envie de lui poser la question, mais pourquoi tu nous as fait passer un très mauvais parcours comme ça? Et mon père m'a dit une fois, Christian, je ne pouvais rien. J'étais militaire, c'est vrai, mais mon cœur ne pouvait pas supporter de voir les gens mourir inutilement et bêtement. Donc j'étais obligé de les garder tous. Et c'était là. Mais qui en parlera un jour? Je ne revendique pas le nationalisme de mon père, je ne revendique pas son christianisme, ou sinon sa religion ou sa bonté de cœur. Ça, je ne suis pas là pour vanter ses qualités. Non. Mais je vous dis simplement ce qui s'est réellement passé. Il y a eu des livres qui ont été écrits. Il y a eu des historiens qui ont écrit aussi. Mais nous attendons la version de l'État. La version de l'État. Est-ce que nous pouvons faire le bilan
des morts qu'on a eues, des pertes en vies humaines. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui aux Congolais combien de jeunes gens ont perdu leur vie, ont perdu leur destinée? Il y en a qui n'ont pas étudié, qui ont été enrôlés dans l'armée et qui ont pris le goût de rester dans l'armée, même quand tu as eu ce programme hypocrite, je veux dire ça, hypocrite de démobilisation, ce programme qui n'a pas tenu compte des valeurs qu'il fallait. Certains militaires sont restés, il y a d'autres qui sont sortis. Et il y en a d'autres qui sont sortis et avec leurs propres efforts, eh bien, ils se sont trouvés la voie. Aujourd'hui, ils sont devenus des députés. Je parle de José Moufoula, qui est aujourd'hui député national. Mais c'était un enfant soldat, il sait. Mais ici, on ne doit pas dire que le malheur, je ne vais pas dire ici que c'est tout noir. Non, je ne veux pas dire ici que c'est tout noir. Il fallait chasser Mobutu, on est d'accord. Mobutu avait fait ce Congo comme ça, son pays à lui. Je suis bien d'accord. Mais comparons maintenant les réalisations de Mobutu pendant 32 ans et comparons les réalisations de la Kabylie pendant 22 ans presque. Comparons. Vous allez vous rendre compte qu'en 22 ans, on a pu détruire beaucoup plus qu'en 32 ans. À l'époque, c'était une époque glorieuse. C'était une époque où les étrangers venaient apprendre ici, venaient étudier ici. La plupart des Africains disaient, je viens d'abord au Zaïre et puis j'irai en Europe. Il y avait une route, un projet de route qui sortait de Banana à Ilebo. Un projet de chemin de fer. De Banana à Ilebo. Il y avait une cartographie sérieuse et normale. Tout était bien, c'est vrai, je ne dis pas que c'était dans l'actif de Mobutu. Non, c'était un héritage colonial. Qui n'a pas, peut-être, qu'on n'a pas bien fait, qu'on n'a pas bien protégé, qu'on n'a pas gardé. Mais on se rappelle encore à l'époque, il y avait cette dignité de Congolais. On avait cette personnalité de Congolais. On n'était pas la risée du monde comme aujourd'hui. On n'était pas la risée du monde comme aujourd'hui. À l'époque du Zaïre, on n'a pas connu le taux d'immigration le plus important comme aujourd'hui. À l'époque de Mobutu, c'est vrai, les gens partaient, les gens fouillaient aussi, mais pas comme pendant 22 ans. À l'époque de Mobutu, on avait une compagnie aérienne, LAC, qui faisait le tour du monde. Mais aujourd'hui, parlons-en. Je ne suis pas ici en train de dire que Mobutu était un ange et que Kabila était un démon. Non. Je ne suis pas non plus en train de dire que Kabila c'est la représentation de Satan. Non. Seulement je dis, est-ce c'est important aujourd'hui que nous puissions célébrer encore cette date? Est-ce que nous pouvons aujourd'hui nous regarder dans les yeux et dire que nous sommes fiers de célébrer chaque année cette date? Que représente cette date du 17 mai? Il faut que l'on dise aux Congolais, le 17 mai c'était la rupture entre une gouvernance et une autre. C'était ça, rupture entre une gouvernance et une autre. Mais une rupture brutale, une rupture atroce, ce n'était pas une alternance. C'était une rupture, c'était une rébellion, un coup d'État. Je vais dire ça, le coup d'État va être peut-être fort, mais c'était pratiquement ça. Alors donc je ne vois pas, moi personnellement, la différence entre la Kabylie et le Mobutu. Je ne vois pas la différence. C'était quoi la différence? C'était quoi la différence? À l'époque de Mobutu, il y avait déjà deux partis politiques. Déjà à partir de 1990, il y en avait deux et puis ça commençait à naître petit à petit. À l'époque de Kabila, Laurent Désiré Kabila, quand il arrive, il bloque tout. C'est le CPP qui redevient le parti État. Même si on ne le disait pas. Alors, je ne vois pas où est la différence. Je ne vois pas. Je vois là un dictateur qui chasse un autre dictateur. Et qui va installer aussi son cycle de l'élite, je vais dire, faussée. L'élite faussée, ça veut dire les faibles gèrent, les intellectuels regardent. Et c'était ça comme ça. Tous ceux qui étaient ennemis, regardez même dans l'armée, l'élite de l'armée, mais l'élite a fui. L'élite a fui. Monsieur Kabila, le père, a amené ce qu'on appelle le tabula rasa. Vraiment tabula rasa, mais dans le très mauvais sens. Tabula rasa, vraiment négativement. On oublie tout ce qui était des Mobutu. Alors on détruit tous les camps militaires. Alors tous les camps militaires. Il suffisait de voir là où la photo de Mobutu se trouve. Eh bien on détruit ça. Même si la photo de Mobutu se trouve incrustée dans Sous-Acom, on détruit ça. On a détruit des bâtiments qu'on n'a pas pu reconstruire en 22 ans. Bachar de combat où était na balabala où il y a Congo où il baby ça balabala on a tiré le bongse à côté. Est-ce qu'on peut imaginer Ndakulukola ya Mobutu où il est na Guado, cette maison là, cette bâtisse construite na mbongo à l'État, le contribuable zaïrois.
Mais quand un régime arrive, on détruit cette maison-là qui a coûté de fortune dans l'État, qui a coûté l'argent. Mais on pouvait prendre cette maison-là, on pouvait la prendre et l'affecter autrement. Qui a dit que Mobutu restait dans toutes ces maisons-là? Vous allez voir là où Mobutu était, on a tout détruit. Mais ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire. On devait garder les bâtiments. Parce que ce n'est pas l'argent de Mobutu, ce n'était pas l'argent de sa poche, c'était l'argent de l'État. Est-ce que c'est pensable aujourd'hui, comme Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, allez, tout au Kabila Tongi, est-ce que c'est comme ça qu'on peut construire un pays? On veut un développement ou on veut un sous-développement? Et donc, directement, le régime de Kabila avait investi dans le sous-développement, dans l'enclavement du pays. Tout simplement ça. Et c'est même là que le sens du régionalisme a pris son sens. C'est le régionalisme que Mobutu avait quasiment tué. C'est le régionalisme que Mobutu avait quasiment tué. Le régionalisme ne donne naissance qu'au tribalisme. Pour la plupart des cas, dans un état où l'instruction est faible, où l'éducation est quasiment inexistante, eh bien le tribalisme est né du régionalisme. Le fait de dire que je suis dans un Mungala, mais Mobutu avait détruit ça. Mais regardez ce que Laurent Désiré Kabila nous a amené. Il nous a amené ce régionalisme-là. Il nous a amené cette histoire de « moi je suis deux, moi je suis deux, je reste deux », le code 32 et les autres. Mais c'était tout ça qui a ramené le pays dans le trou. Et quand M. Joseph Kabila arrive, alors là, ça va être la catastrophe. La consécration vraiment de la médiocrité au sens propre. La politique aux faibles, l'économie aux avares, la religion aux farceurs, l'enseignement aux dupes. Et du coup, tout est mort. Alors, mort. Et l'administration aux corrompus. Alors, donc, comment voulez-vous que l'on continue à penser à cette date-là? Quel est le contenu existentiel de cette date-là? Parce qu'entre Mobutu et Kabila, je ne vois pas de divergence. Idéologique, je ne vois pas de divergence. Mobutu était dans le culte de la personnalité, Kabila aussi. Son fils aussi. Tous étaient dans le culte de la personnalité. Ce qui leur a caractérisé. C'était même sur notre chaîne nationale. À l'époque de Mobutu sur OZRT, c'est Mobutu que vous voyez tout le jour. Et à longueur de journée, c'était Mobutu ou rien. À l'époque de Kabila, le père, c'était lui aussi. Kabila a toussé, Kabila s'est assis, Kabila est allé faire ceci, Kabila est partout à la télévision. À l'époque de Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila, mais c'était la même chose. Avant le journal télévisé, c'est lui qu'on voit, avec ses phrases qui s'étaient sorties du contexte. On le voyait. Il y a même un moment où sa photo était très grande dans le bâtiment administratif. J'ai une fois posé la question. Bon, mon awapi photo, il y a président, il y a France. Dans le bâtiment, je ne parle pas dans le bureau. Non, parce que le Congolais va toujours dans la confusion. Je ne parle pas dans le bureau, je parle dans le bâtiment. Ça veut dire, dans l'entrée, il y a TV5, non, même pas TV5, mais il y a France Télévisions, par exemple. Dans l'entrée, Nango, vous avez une photo Emmanuel Macron. Où avez-vous vu ça? Dans la chaîne nationale et Allemagne, vous avez une photo de la chancelière. Où avez-vous vu dans la télévision nationale et américaine, vous avez une photo de Donald Trump? Je ne parle pas photo na Katia bureau. Parce que les Congolais, ils sont dans une confusion totale. Je ne parle pas na photo na bureau. Je parle photo na bâtiment. À l'époque de Mobutu, c'était la photo de Mobutu partout sur toutes les avenues. Mobutu. À l'époque de Laurent Désiré Kabila, dans pratiquement tous les coins stratégiques, il y avait lui. Naera Kabila le père, Kabila Joseph, la même chose. Naera Mobutu, c'était la même chose. Regardez le cortège de Mobutu. Un cortège militarisé. On sent que ici, vraiment, c'est la dictature. Regardez les aéroports, les ports. Disons, aéroport. C'est les militaires en tenue, armes. Ce n'est pas une garde spéciale à l'aéroport. Ce n'est pas une garde à la frontière, non. Garde à pays, garde à la frontière, bazalaka. Oui, baza peut armé, pas de problème. Mais baza garde à la frontière, baza unité à présidenté. Mais à l'époque de Mobutu, la même chose. Militaires partout. À l'époque de Kabila, les militaires partout. À l'époque de Joseph Kabila, la même chose. Joseph Kabila, vous voyez partout, dans l'aéroport Bomonier, dans la sortie aéroport Bomonier, dans le coin Martyr Bomonier, dans le coin Nini Bomonier. Dans tout le coin, il est présent. Donc, ça dit, vous ne pouvez pas passer une rue sans voir le président. Ce sont les éléments du culte de la personnalité. On sent que culte de la personnalité. Regardez aussi un autre indicateur.
Dans tous les discours des hommes politiques, le nom du chef est toujours là, même quand le chef ne leur demande pas. À l'époque de Mobutu, tout s'est passé parce que papa Tindingai, papa Lobinangai, papa Sabino Boye, papa Salaki Boye, papa. Depuis quand un président est papa? Et depuis quand sa femme est maman? Et du coup, le peuple est enfant. Mais alors, pourquoi vous allez vous revendiquer ces draps de l'impolitesse? Parce que les enfants ne peuvent pas revendiquer contre papa et contre maman. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Un peuple n'est pas l'enfant des présidents. Non, le peuple est léger. Le peuple, c'est lui qui contrôle le président. Le peuple regarde le président et pose des questions au président. Le président est le serviteur du peuple. Le peuple, c'est l'employeur du président. Mais ici au Congo, c'est l'inverse. Le peuple est l'enfant du président. Papa Nabiso Yowana, maman Nabiso Yowana. Moi, ce n'est pas mon père, ce n'est non plus ma mère. Ce sont des citoyens congolais qui ont été élevés aux fonctions du président. Et c'est fini, ça s'arrête là. Et puis il n'y a plus rien après. Mais regardez à l'époque de Mobutu. La même chose. Ici, je parle de similitude pour vous dire qu'il n'y avait aucun changement. C'était la continuité d'un système depuis longtemps qu'on n'a pas changé. On a juste changé des hommes. Et Honoré Ngbanda l'avait dit. On a juste changé les... Non, c'était Mungulu Diaka, je crois. On a juste changé le chauffeur, mais la voiture est la même avec les mêmes pannes. Le Congo ou les Zaïre était une voiture qui avait connu la première panne en 1960. C'était une panne idéologique, c'était une panne identitaire, c'était une panne juridique et c'était une panne sociologique. C'était depuis 1960. La panne avait commencé là. Mais comme on était sur une pente, on ne pouvait pas remarquer parce que la voiture roulait toujours. Et nous, on était tous à bord, ivres du lait. On était tous dedans, avec notre chauffeur Mobutu qui était assisté par les Blancs et tout. Et bien, on l'accompagnait. Il y avait tous les éléments qui montraient qu'on va dans le trou. Mais comme on était tous ivres du lait, on ne pouvait pas bien voir le tableau de bord. Maintenant que nous sommes arrivés à un moment donné où la pente finalement s'est aplanie un peu, eh bien on était sur une surface plane mais légèrement pente et nous étions toujours en train de rouler, mais la vitesse avait diminué. Alors la vitesse avec laquelle on descendait sur d'une pente, c'était une vitesse bonne. Les gens croyaient qu'on était en train de rouler convenablement. Mais quand la pente commençait à se redresser petit à petit, à s'aplanir petit à petit, la vitesse commençait un peu à disparaître. Les gens commençaient à remarquer que les véhicules ne vont plus comme il faut. Et là, tout le monde commençait à regarder maintenant les chauffeurs. Mais comme il y avait encore l'ivresse, on ne pouvait pas nous rendre compte qu'on était dans le problème, on a quand même continué. Jusqu'au point où nous sommes arrivés vraiment sur la plane et la voiture ne peut plus avancer, sauf s'il y a un coup de vent. On avance un peu, et quand les vents s'arrêtent, on s'arrête aussi. Et là, les gens commençaient à crier maintenant. Maintenant, quand il s'agissait de monter sur de faire une montée, c'est en ces moments-là qu'on est devenu incapable. On ne pouvait plus monter. Parce que l'allure n'était plus là. Au lieu de monter, on a commencé maintenant à reculer. Et les gens commençaient à dire, mais ton sepeli tous à la tanera Mobutu. En fait, c'est ce qu'ils veulent dire. Ton sepeli tous à la tanera Pantouana. On préfère encore la pente. On ne veut pas la plane. La plane, c'était l'époque entre 87, 88. C'était déjà au début à plane. 96, 97. Et là, il y a plane. Mais à partir de 98, 99, il fallait ton matasiko et pente. Et donc, grosso modo, pente, c'était. Le Congo s'est arrêté là. Le Congo s'est arrêté là. Et maintenant, les hommes commençaient à comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme les chauffeurs conduisaient, on a dit non, on remplace les chauffeurs, on prend un autre. Mais c'est lui qu'on prend là, au lieu de changer, de dire non, je ne peux pas conduire comme ça. Totalement, nous montrons un problème. Non, lui aussi, il s'embarque dans la logique. Oh non, alors, les Américains, les Anglais, les Rwandais et tous les autres, ils commençaient à pousser la voiture. Mais pousser la voiture, pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus rien là-bas. Et on a connu des problèmes comme ça. Donc il n'y a vraiment eu aucune différence à éviter. Alors moi, la question que je voudrais poser aux gens, sommes-nous fiers de cette date-là? Qu'est-ce que cette date nous rappelle? Les gens vont me dire, et là, l'histoire va changer l'histoire. Non, mes frères, non. On ne se rappelle pas des mauvaises choses. Nous ne pouvons pas nous rappeler de mauvaises choses. Nous devons par contre corriger les erreurs du passé pour que ces erreurs du passé ne soient que des virgules, mais pas inscrites grandement dans le calendrier d'habitude. Donc les gens ne vont pas aller travailler aujourd'hui parce qu'un jour, on a renversé un pouvoir dictatorial pour remplacer un autre pouvoir dictatorial. Vraiment, vous êtes sérieux? Est-ce que nous allons vraiment marquer une pause? Est-ce qu'aux États-Unis, il y a un férié parce qu'il y avait de l'esclavagisme?
Mais il peut y avoir un férié, je ne parle pas qu'il y a un férié, non. Il peut y avoir une journée commémorative, le jour où il y a eu abolition de l'esclavage, par exemple. Abolition de l'esclavage, oui on peut en parler. Mais avec le 17 mai, ce n'était pas l'abolition de la dictature, non, c'était finalement le changement des dictateurs, tout simplement. Cette date rappelle le changement des dictateurs. Nous sommes passés d'un dictateur équatorien à un dictateur katangais. Point barre, ça n'a rien à voir avec un changement idéologique. Il n'y a pas l'idéologie qui avait changé, au contraire. Au contraire, les avancées qu'on avait eu à faire, mais finalement on ne l'a plus fait. Nous nous sommes arrêtés. Et jusqu'aujourd'hui, alors moi je vous pose la question. Aujourd'hui aussi qu'il y a renversé, il y a changement de régime. M. Kabila est au pouvoir. Faudrait-il aussi se rappeler de 18 ou je sais pas moi, de 19 mai, tout ça, tout comme ça européen, tout comme ça peut dato. Félix Takota qui n'a pouvoir, Adala qui investit comme la rupture. On va dire non, la rupture, pourquoi? Parce que c'était l'opposition qui a eu le pouvoir et comme PAE a besoin d'un audit. La RDC, monsieur le président Félix Tshisekedi, vous avez une responsabilité historique de changer ces choses. Sinon, vous resterez aussi un président dans la parenthèse. Pourquoi Lumumba est-il héros? Pourquoi est-il héros? Ce sont des questions que les Congolais n'aiment pas entendre, mais c'est là qu'on crée un État. Pourquoi est-il héros? Ce n'est pas parce que les Blancs, ce n'est pas parce qu'il a un département aux États-Unis ou un département, pardon, en Russie qu'on dira aussi oui, non. Pourquoi est-il héros? Il faut faire un forum des intellectuels, des historiens, des philosophes, des anthropologues, des scientifiques, qu'on se réunisse ensemble pour parler et statuer sur les héros nationaux. Est-ce que Laurent Désiré Kabila est-il un héros? Qui est-ce qui est héros et qui ne l'est pas? Est-ce qu'un ancien rebelle peut être héros? Oui ou non? Est-ce qu'un dictateur peut-il être héros? Oui ou non? Est-ce qu'un perturbateur peut-il être héros? Oui ou non? Quels sont les critères d'État qui fondent un héros? Mais ce sont là des grandes questions, et monsieur le président, on vous attend sur la question. Nous vous attendons sur cette question-là. Nous vous attendons sur une commission de ce qui s'est passé au Congo entre 1996 et 2019. Nous voulons voir créer une commission, monsieur le président, par ordonnance présidentielle, de gens qui vont statuer sur les cas de 96. L'AFDEL compte combien de morts dans son placard? Combien ont été tués? Combien ont été massacrés? Combien ont gardé des problèmes aujourd'hui? Nous avons besoin de raconter ça à nos enfants. Nous voulons que nos enfants comprennent qu'entre 1996 et 2019, le Congo a perdu plus de 60 millions de personnes, par exemple. Je donne un chiffre, hein. Je peux me tromper sur beaucoup de zéros. Le Congo a perdu, par exemple, 20 millions de personnes. Le Congo a perdu, par exemple, 15 millions de personnes. Dont on parlera, par exemple, de 3 millions de femmes, 7 millions de boés, ainsi de déplacés. Combien de déplacés on a eu pendant 22 ans? Combien de pertes on peut évaluer? Aujourd'hui, nous avons besoin de le faire. Nous avons besoin d'une commission qui sera composée des intellectuels de ce pays, des rapports internationaux qu'on aura. Et puis après ça, on va faire maintenant comment on appelle ça? Comment vous avez appelé ça? De musées, si vous voulez, des mémoriaux, hein? Je veux dire des mémorials, si vous voulez, on en aura besoin. Dans chaque ville, mémorial, ok, ah ouais, il y en a qui bouillent. Et l'histoire, donner de l'emploi à ceux-là qui vont commencer à raconter à nos enfants que Talabana Koufaki, parce que je sais que chaque ville, ils ont trouvé des résistances. Et ces gens-là avaient des noms. Moi, j'ai ma part d'histoire à raconter parce que j'ai vécu personnellement entre 96 et 97 une année de douleur. Vous n'avez aucune idée, mais on a passé 6 mois ou 7 mois dans les montagnes. 7 mois ou 6 mois, ou même 8 mois, je crois, dans les montagnes de Minova, de Bunga. On a été dans ces choses de Vichumvi, en fuyant la guerre. On a vu des morts et des morts. J'ai vu encore des amis qui ont été tués. Je vois encore Bokima, na Est, on a, côté à sac. Presque sous-vêtements, alors vous n'avez aucune idée et vous n'avez que la prière dans votre bouche. Mais qui parlera de cela? Nous avons besoin d'avoir ça, que ça là, un observatoire du film, du cinéma, que moi j'ai donné une idée au président de la République et à son cabinet.
nous avons besoin d'un observateur du cinéma congolais, observatoire du cinéma congolais, pour remettre notre histoire à la place Nango. Il ne faut pas que le Belge, le Thierry Michel, aille commettre l'histoire à vie Nabiso. Ce n'est pas possible qu'un monsieur Henri Kendricks vienne raconter notre histoire. Nous sommes là, les historiens sont là. Ils peuvent mettre Ninabiso dans l'histoire, Nabiso, on en a besoin. On en a besoin. Si vous ne pouvez pas demander de l'aide, c'est très important. Ainsi, cette date de 96, du 7 mai, doit en principe être étudiée, élucidée. Quelle est la valeur idéologique de cette date? Quelle est la portée philosophique de cette date? Quelle est la portée politique de cette date? Quelle est la portée juridique de cette date? Après avoir discuté longuement, on va maintenir la date ou on va tout simplement kolongola yango et tout vivre normalement. Et ça bongo, ma question bairo, ma question ya date total yango, ba ferio, ba benga ferio, wana total yango, et là très important pour l'amboka et se développer. Merci Mingi la bande commandant Kibiso, merci à Homo Fortus Elikia, Némi et aux autres, Jérémy Maïkondi. Je vous retrouve moi personnellement tout à l'heure dans la deuxième partie. Congo c'est férié, donc il n'y a pas beaucoup d'infos aujourd'hui. On va être bref. Il y a des infos, il y a des militaires, on parle tous, il y a la date, il y a les loups. Mesdames et messieurs, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on kuna, patron va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez! Polosa, on a battu na kanya. Na lomo na kekuna. Là-bas! Ah! On nous a arrangé. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.